Alors, j'ai l'immense honneur de vous présenter Daniel Bernard, grand conférencier, et Odile, qui va nous chanter a cappella des trébuchants de la Maria. Je crois. Pas que ça, heureusement. On peut entendre. Non, mais parce qu'on entend plusieurs. Alors, Daniel Bernard, il est très connu, surtout sur l'île de Ré, puisqu'il habite Rivedoux. Surtout à Rivedoux. Et surtout à Rivedoux. Mais il fait des conférences un peu partout, que ce soit à Toulouse, à Paris. Vous avez de la chance de l'avoir aujourd'hui dans cette église, dans cette cathédrale, réellement. Patricia peut le dire, elle le connaît bien. Elle met son doigt comme ça. Vous allez vraiment être admiratif et vous pouvez lui poser des questions certainement à la fin. Je vous laisse découvrir pourquoi le bleu est bleu et pourquoi le ciel est bleu. Allez, bon après-midi et merci d'être là. Merci Marie. Bonjour à tous, à toutes. Donc, savoir parler, on est devenus les premiers hommes donc peignés. En gros, les couleurs étaient divisées en deux groupes. Des couleurs qui étaient attachées à la terre et des couleurs qui étaient attachées au corps. C'est ce qui leur parlait le mieux. Alors les couleurs attachées à la terre, il y avait le noir de fumée, bien sûr, qu'on retrouvait dans l'art pariétal, essentiellement. Le noir de fumée, des vestiges des repas. Vous aviez l'hématite de l'argile, le rouge. Vous avez le jaune, l'ocre, des rochers. Et puis vous aviez le blanc, et puis les gris cendrés des volcans. Concernant l'autre groupe de couleurs, c'était les couleurs qui étaient attachées au corps, notamment donc les tresses africaines, la couleur de la peau hein, des autres tribus. Et puis vous aviez les taches de rousseur, hein, la rousseur des cheveux, la chevelure, mais aussi les taches de rousseur qui étaient attachées au corps. Donc les couleurs étaient attachées au corps ou à la terre, sauf une couleur qui fait exception. Quelle est cette couleur? Eh bien c'est le bleu. Quelle n'était pas leur obstination à vouloir représenter cette couleur qu'ils s'apercevaient quand ils sortaient des grottes, le bleu du ciel qui les interpellait, ce bleu qu'ils ne pouvaient pas s'approprier, et pour cause, c'est le bleu du ciel, le bleu de la mer. Et donc, les archéologues, les anthropologues sont absolument unanimes. Les premiers hommes ont été subjugués par cette couleur qui devait représenter une force surnaturelle, quelque chose. Et c'est le point de départ de toutes les croyances, de toutes les civilisations qui nous ont précédés, notamment les 5 plus grandes, hein, on va voir tout au long de la conférence, et toutes sont unanimes. Ils vont chercher à toujours reproduire cette couleur qu'ils ne pouvaient s'approprier, cette couleur qui certainement, quelque part, intercédait entre un lieu hypothétique, loin dans les nues, là-haut, dans le bleu, et les hommes qui, eux, mouraient et donc quittaient la terre. Voilà. Et donc c'est cette histoire qui est tout à fait incroyable, de cette couleur bleue, qui ne va avoir de cesse, justement, d'unir les hommes, mais aussi entre eux, sans se connaître. Eh bien, les civilisations vont travailler toujours dans ce même sens, essayer de reproduire cette couleur. C'est ce que je vais appeler donc la tentation de Venise. On va voir pourquoi. Ce sont les bleus de l'histoire, notamment le lapis-lazuli, l'indigo, le pastel toulousain. Donc dans l'art pariétal dont je vous parlais tout à l'heure, nos lointains ancêtres ignorent bien sûr cette couleur bleue qu'ils n'ont pas autour d'eux, et pour cause. Certains du côté du Togo, du côté de l'Afrique, pouvaient peut-être apercevoir un papillon morpho, un papillon bleu. Plus près de chez nous, en Charente-Maritime, dans le Poitou, en Vendée, on a un peu le lazuré du Serpollet. Mais toutes ces... ce ne sont pas des... On va le voir d'ailleurs, cette couleur-là ne peut pas s'être reproduite parce qu'il n'y a pas de teinture dedans. Donc on ne peut pas, il n'y a pas de charge, ce qu'on appelle de charge tinctoriale dans les ailes. On va voir pourquoi. Eh bien, cette charge-là, donc, on ne peut pas reproduire de couleur bleue. Donc autour d'eux, les premiers hommes ne voient pas de cette couleur
On voit que le premier homme utilise le noir de fumée, l'hématite de la terre, l'ocre des rochers, comme je le disais. Il obtient l'empreinte de sa main sur un fond ocre en soufflant un peu de terre au creux d'un rocher. Mais il ne le voit pas autour de lui. Il pourrait voir peut-être l'encolie, cette petite fleur bleue qui est propre au romantique allemand, vous savez, du 19e siècle. Mais là encore, il n'y a pas de charge tinctoriale dans les pétales. Donc il n'est pas question de pouvoir reproduire cette couleur. C'est le papillon morpho. On va voir tout à l'heure. Donc ce bleu du ciel, pour le premier homme, est un signe divin. Sa perplexité est un premier pas vers la spiritualité. Alors on va passer en revue quelques des civilisations les plus importantes. L'une des plus intéressantes, ce sont les Navarros. Les Navarros, ces Indiens d'Amérique, qui en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient les mêmes principes que les Tibétains de l'autre côté, en Asie. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils pensent que des morceaux, ils recueillent tout au long de l'année des morceaux de pierres précieuses, des morceaux de turquoise, qui sont d'un bleu, un bleu vert un peu. Et ces turquoises qui représentent pour les Navarros un morceau de ciel qui serait tombé sur la terre. Et donc on a cherché, les archéologues ont cherché, eh bien les Dinés, c'est-à-dire 1000 ans avant Jésus-Christ, eh bien c'était des ancêtres de ces Navarros qui étaient venus d'Asie et qui arrivaient du Tibet. Et ils avaient la langue très proche, sino-tibétaine. Et donc ils avaient un étrange culte, le même culte des Navarros se reproduit également au Tibet, c'est-à-dire qu'ils font des marches qu'on appelle les marches amérindiennes, vous voyez, ils montent dans la montagne et ils vont jusqu'à des lacs de montagne, des lacs sacrés, ils vont prendre des embarcations, partir jusqu'au milieu du lac où ils vont jeter des pierres précieuses, les Navarros, comme les Tibétains, jettent à ce moment-là les turquoises au milieu du lac pour pouvoir séduire ou amadouer les forces divines, leur Dieu. Voilà ici l'exemple des pierres précieuses. Une autre civilisation, l'Égypte. Les alchimistes égyptiens utilisent une pierre rare, c'est une pierre précieuse, semi-précieuse, qui vient d'Afghanistan, des petites mines souterraines. Et cette pierre précieuse a un bleu tout à fait incroyable. C'est avec moucheté d'or, de paillettes d'or à l'intérieur. Et c'est vraiment une pierre semi-précieuse qui sert à faire des bijoux et aussi en broyant le reste du lapis-lazuli, en le broyant très fin avec de l'huile de lin, on peut faire de la peinture. Donc c'est le bleu qui va servir justement aux Égyptiens pour peindre, mais utiliser aussi les bijoux et dans l'art funéraire. Le bleu va devenir la couleur du ciel et du dieu Amon. Le père de Toutankhamon était Toutankhaton, c'était le dieu donc Aton, et depuis Toutankhamon va changer, va prendre ce bleu pour intercéder auprès des dieux, et il va créer donc, il va honorer ce dieu nouveau qui est le dieu Amon, le bleu. On voit ici un cartonnage funéraire, le bleu coloré sur du plâtre. Ça représente une femme de haut rang de Thèbes, 1500 ans avant Jésus-Christ, au musée du Louvre. De même, un masque funéraire égyptien à cette époque, au musée du Louvre, 500 ans avant Jésus-Christ. Vous voyez ce bleu qui va servir justement à faire les hiéroglyphes. Les Égyptiens sont très portés sur ce bleu qui est le bleu du dieu Amon. Donc il est comment cette pierre précieuse, la voilà, c'est le lapis-lazuli qui vient d'Afghanistan et qui va être le bleu vraiment de l'Antiquité, toute l'Antiquité avec ses paillettes dorées. Et on va avoir un problème parce que les Égyptiens sont en guerre avec les Hittites, vous savez un peu les Turcs. Et donc ces Hittites vont être poursuivis jusqu'à Kadesh. Et donc la bataille de Kadesh, donc ils partent de l'Empire égyptien, ils se retrouvent, l'Empire hittite étant là, ici on va retrouver les Égyptiens, et ils vont se retrouver à Kadesh. Et comme le bleu
arrivent d'Afghanistan, eh bien, ils vont avoir un problème. Cette guerre, cette bataille va, à ce moment-là, couper le ravitaillement longuement de ce bleu de lapis-lazuli. Et comme c'est le seul qu'ils peuvent mettre dans l'art funéraire, les Égyptiens vont avoir un problème. Les alchimistes vont essayer de reproduire artificiellement ce bleu. Et c'est la première fois qu'une civilisation va reproduire ce bleu. Ce sont les Égyptiens et qu'on appelle le bleu d'Alexandrie, ce bleu égyptien que l'on obtient. Ils vont se reproduire donc ce lapis-lazuli. Ils vont créer donc... Alors comment ils font? Eh bien, ils prennent du sable qu'ils ont en profusion dans le Sinaï. Et quand ils vont prendre du sable et qu'on chauffe le sable, c'est le principe du verre, on obtient une pâte verrée. Ils vont faire des essais et ils vont mettre notamment du cuivre avec. Donc du sable avec du cuivre. Bon, ils vont rajouter aussi des cendres végétales, de la potasse, des choses comme ça. Mais essentiellement, c'est de la silice, c'est du sable et du cuivre. Et quand on va chauffer, on va avoir une espèce de magma. Et quand ils vont le refroidir, ils vont le traiter. Et c'est exactement comme très très proche du lapis-lazuli. Et donc, ce sont les premiers qui vont obtenir, vous voyez, Ramsès. Donc, c'est le père c'est Séti Ier. Hein. Alors, Séti, il s'appelait Séti, c'était le dieu de la violence. C'était vraiment quelque chose de tout à fait important pour eux. Et donc, Séti Ier va donner donc naissance à Ramsès II. Et on a ici une faïence obtenue avec ce bleu, vous voyez, la silice bleue, la silice avec le cuivre. C'est une représentation d'un serviteur funéraire de Séti. De même, une femme égyptienne en verre, musée du Louvre. Dans l'Antiquité, les yeux clairs, plus gris-bleus étaient méprisés. C'était le signe des sauvages, notamment dans l'Empire romain comme dans l'Empire égyptien. Avoir les yeux bleus, c'était les Romains, quand ils voyaient quelqu'un avec les yeux bleus, c'était vraiment les Gaulois, les Germains. Et à ce moment-là, ils se mettaient de la gaide, on va le voir, ce bleu qu'ils se mettaient sur le visage pour effrayer les Romains. Et les Romains étaient très superstitieux, donc ils étaient effrayés par ce bleu. Et ce bleu, ils le détestaient. Toute l'Antiquité égyptienne et romaine, on a des traces de ce bleu. Ils l'ignorent complètement, ils ne veulent pas en entendre parler. C'est si bien qu'avoir les yeux bleus pour une femme à Rome, ou même en Égypte, c'était signe de mauvaise vie. Alors une autre civilisation, vous voyez, sans se connaître, ces civilisations de 5000 ans avant Jésus-Christ vont à ce moment-là se retrouver face à cette couleur bleue qui leur pose question. Ces Perses croient que la terre est posée sur un immense saphir bleu et que le ciel n'en est que l'immense reflet. Ils vont inventer, bien sûr, le bleu cobalt. Toujours le même principe, les Perses, les Arabes vont prendre de la silice, c'est-à-dire du sable, qu'ils vont cuire avec du cobalt au lieu du cuivre, et on va obtenir une pâte verrée. Et c'est ça le point de départ, puisque les Romains ne sont pas des marins forcenés commerciaux sur la Méditerranée, hein, comme les Égyptiens qui ont peur de l'eau. Hein, ils ont une petite flotte, mais plutôt du côté de la mer Rouge. Et les Romains ont une flotte, ils ont des galères, mais qui est une flotte armée. Il n'y a pas de flotte vraiment commerciale romaine. Et à ce moment-là, donc, on va avoir, ce sont les Perses qui vont, on va le voir tout à l'heure, qui vont sillonner la Méditerranée jusqu'aux colonnes d'Hercule. Vous savez, c'est le passage de Gibraltar pour aller présenter justement aux futurs Portugais, eh bien, cette pâte verrée pour pouvoir faire des azulejos du Portugal ou les azoleros d'Espagne. Voilà, on va faire une petite pause. Je vous présente Odile. Il va vous présenter donc un poème d'Arthur Rimbaud.
allons continuer notre voyage jusqu'en Chine, sans se connaître, bien sûr. Les Chinois vont faire pareil que les Perses, vont faire pareil que les Égyptiens. Ils vont prendre de la silice également, ils vont prendre du sable pour faire du bleu, et ils vont prendre du barium. Alors le barium, c'est un mot un peu barbare. On l'a aujourd'hui dans le gaz de schiste. C'est ce qui explique pourquoi on a des réticences à le faire, à chercher du gaz de schiste en France, parce qu'il y a surtout en particulier ce barium qui est un poison mortel. Et donc ce barium, quand on obtient avec de la silice, eh bien on va obtenir du pourpre de Han. Alors vous allez me dire, le pourpre, c'est pas la couleur, le bleu. Mais le pourpre de Han, c'est bleu. Hein? Donc il y a deux manières de voir ce terme de bleu. Plus moderne, il est rouge, mais ancien. Le pourpre de Han date des Han, civilisation des Han, c'est 2 siècles avant Jésus-Christ. C'est eux qui vont poursuivre la muraille de Chine pour pouvoir arrêter en partie l'invasion des Mongols et protéger ainsi, pour la première fois, ils vont créer 2 siècles avant Jésus-Christ, la route de la soie. Cette route de la soie, où bien sûr, comme son nom l'indique, c'était bien sûr des tissus, mais c'est également des tissus colorés, et notamment en bleu. Voilà donc ce tombeau qui sert justement, ce bleu qui va servir dans les tombeaux des Han orientaux à faire du bleu. Alors une autre civilisation tout à fait incroyable, ils ne se connaissent pas et pourtant ils vont honorer, ce bleu va leur servir à tous, chacun dans leur coin, à justement essayer d'amadouer leurs dieux qui leur seront propres à chacun. Ici nous avons les Mayas, chez qui le sacrifice humain est une obsession suprême, et le bleu joue un rôle important dans l'art sacrificiel maya. Alors pourquoi? Quelle relation on peut avoir avec ce bleu? Eh bien tout simplement, ils ont un dieu qui s'appelle Sha'ak. Et Sha'ak, il y a une résonance particulière aujourd'hui avec notre civilisation à nous, qui sommes confrontés à la sécheresse. Sha'ak, c'est le dieu de la pluie. Si bien que les archéologues nous disent, Sha'ak n'a certainement pas entendu les Mayas le supplier, parce que la civilisation des Mayas, on le sait maintenant, a disparu à cause de la sécheresse, par un manque d'eau. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on a quand même encore aujourd'hui, certaines résonances avec toutes ces civilisations. Donc le corps du supplicié était enduit de bleu et offert au dieu Sha'ak. Qu'est-ce que c'était ce bleu? Eh bien, ce bleu du dieu Sha'ak, le dieu de la pluie, qu'on pourrait appeler, très joli nom, qui pourrait être un nom d'un film, la malédiction de l'eau. Vous voyez, comme quoi, aujourd'hui, on ne fait qu'en parler dans toutes les télévisions, c'était quelque chose de tout à fait récurrent. Alors, ce bleu maya est un secret qui est vieux de 3000 ans. On voit les sacrifices ici, vous voyez ce bleu-là, partout, ce bleu. C'est la couleur du bleu Sha'ak. Alors vous voyez ici, c'est un intermède au laboratoire avec Michel Garcia, qui est un spécialiste du bleu maya, des teintures naturelles, des plantes avec qui j'ai travaillé à l'Oris dans le Vaucluse, pour étudier justement ce bleu. Vous voyez, il est là, il est en train de travailler un bleu. Moi, je l'ai poursuivi la température puisqu'il s'est chauffé et j'ai obtenu un pourpre. Et donc, au départ, c'est un bleu particulier. Ce bleu maya est un bleu de feu. Il est composé d'un mélange d'argile blanche. Alors, les Mayas, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, les Mayas, c'est une civilisation qui est au Mexique, qui vivait dans la péninsule du Yucatan. Et là, la particularité, on a mis 3000 ans avant de comprendre, au lieu de prendre de la silice, c'est-à-dire du sable qu'ils n'avaient pas, ils avaient sur cette péninsule, ils ont une argile blanche qui s'appelle paligorskite. Pour ceux qui veulent noter, ça s'écrit comme ça se prononce, c'est paligorskite. Eh bien, cette argile blanche, la paligorskite, on va cueillir un arbre, des feuilles d'un arbuste qui a 1,50 m de haut, qui, on le sait maintenant, est l'indigotier. Donc ce sont des feuilles d'indigo crues, comme ça, que l'on va mettre dans l'argile et on va chauffer.
on va chauffer jusqu'à 320 degrés. Vous allez me dire, ils n'ont pas de thermomètre, mais pareil pour les Égyptiens, quand ils ont des fours en pierre, quand ils cuisent la silice avec le cuivre, ils le cuivent à 1000 degrés. Comment ils peuvent savoir à 1000 degrés? On le sait maintenant parce qu'on a des thermomètres, mais 1000 degrés, là encore, c'est la couleur qui va les renseigner, puisque la couleur de la flamme, elle est jaune à 700, ensuite elle est rouge, verte, et puis elle est blanche, et quand elle est blanche, elle est à 1000 degrés. En ce qui concerne les mayas, eh bien, à 320 degrés, puisque on n'a pas besoin de faire fondre du cuivre, on est sur des feuilles d'indigo, et donc on va obtenir, à un moment donné, une température de bascule. Vous avez vu dans la photo qui précède, où je suis avec une couleur pourpre, alors que Michel Garcia a une couleur bleue. C'est là où on était à la différence, à 300, on était sur le point de bascule, c'est-à-dire la température de sublimation de l'indigo, qui est... donc c'est un mélange, c'est un bleu de feu, mais comme le principe de la silice, et c'est ce qui va donc permettre... L'indigo américain, c'est l'indigo... Alors l'indigo américain, son nom latin, c'est Indigofera suffreticosa, Indigofera suffreticosa, alors que l'indigo de Chine, on va le voir un peu plus loin, l'indigo des Indes, c'est Indigofera tinctoria. Alors que le pastel de France, c'est Isatis tinctoria. Vous voyez les trois, hein, pour ceux qui s'intéressent, ces trois noms bien spécifiques, toujours avec un bleu qui est issu d'une charge tinctoriale qui se trouve dans la feuille. Et on ne peut teindre des tissus que dans ce cas-là. On ne peut pas teindre avec des bleus qui proviennent de cuivre, du cobalt ou du barium. Donc c'est très important de faire la cession, vous voyez, entre le bleu végétal et le bleu. Donc on a de l'indigo des Indes qui est l'anile. L'anile, c'est de l'indigo, comme je disais tout à l'heure, Indigofera tinctoria, qui est très proche de l'arbuste d'Amérique. Cet Indigofera, donc la charge tinctoriale est dans la feuille, est d'indigo, et on va prendre ces feuilles et les faire macérer à froid dans très peu d'eau, et on va obtenir justement une pâte que l'on va pouvoir mettre sur les statuettes, sur les visages, donc c'est bon pour les Mayas comme pour en Inde. Donc le mot indigo, d'où vient ça vient? C'est originaire des Indes, cet indigo est appelé anil. Le anil, ça veut dire bleu en langue indo-européenne. C'est la langue romane qui forgera le vocabulaire des couleurs. Bleu est un mot très très récent. C'est un mot qui vient du XVIIIe siècle, qui vient du mot... Parce que dans l'Antiquité, je disais tout à l'heure, le bleu était ignoré des Romains et des Égyptiens, même des Grecs. Ça n'existait pas, la mer était noire, elle n'était pas bleue. Et donc, le bleu, le mot va être issu du germain blau, et puis l'azur, azrak, qui vient de l'azrak, qui vient donc du bleu, le mot azur en arabe. Issu des feuilles d'indigo, l'anil sert à teindre les tissus. Caravanes de la soie qui vont transporter à d'autres chameaux de l'Inde vers Constantinople. Tout l'enjeu va être là, donc depuis la civilisation des Han, c'est-à-dire de faire passer ces caravanes, vous voyez ici, qui croisent l'histoire des hommes. Donc ils partent des Indes, ils partent de Chine, pardon, ils passent par le sud, il y a 4 routes, ils passent par le sud de l'Himalaya, on va s'intéresser à la 4e. Cette route-là, le but c'est d'arriver justement à Byzance, Constantinople. Et donc ce qui nous intéresse, le sud de l'Himalaya, donc les caravanes. Alors le principe des caravanes, c'est un petit peu comme les autoroutes actuelles, c'est-à-dire qu'ils font 200 km et puis, au maximum, et puis ils vont se poser, ils vont s'arrêter dans des caravansérails. Le caravansérail, c'est quelque chose de tout à fait carré, où on pénètre dans
sous un portique et qui donne accès à une cour intérieure où il y a des alcôves tout autour, des alvéoles, où bien sûr, comme il fait très chaud, dans ces endroits-là, donc les caravaniers donc, vont se reposer, tandis que les bêtes vont rester au milieu. Et donc c'est là où se fait les échanges entre ceux qui ont fait 200 km, ils ne vont pas aller plus loin, ils vont repartir avec des marchandises. Donc les marchandises qui arrivent de Chine vers Constantinople vont changer de main. Et le principe, c'est qu'ils vont arriver, quatrième, ils arrivent par Kosi et surtout Patna. Ils arrivent à Patna, et là, à Patna, ils vont donc prendre le Gange, ils vont remonter le Gange, ici, hein, le Gange qui se jette après dans le sud. Mais là, on remonte, on va s'arrêter à Bénarès, à Varanasi, et là, ils font une halte. Pourquoi est-ce qu'ils font une halte, les caravaniers? Eh bien, parce qu'ils vont attendre quelque chose. Qu'est-ce qu'ils attendent? Eh bien, ils attendent des nouvelles d'Agra. Agra, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est là où il y a le Taj Mahal. Et qu'est-ce qu'il y a autour du Taj Mahal? Eh bien, il y a des indigotiers, et c'est réputé pour avoir les plus beaux indigotiers de toute la contrée, de toute l'Asie. C'est là où il y a les plus beaux bleus, les plus belles feuilles, les plus belles charges tinctoriales. Et donc, ils ont un souci. Ils produisent du bleu avec un précipité à froid, comme je vous disais, avec la feuille. Mais comment les transporter? Quand on obtenait, donc on jette l'eau, on laisse sécher, ça fait comme un carrelage. Et comment transporter à dos de mulet ou à dos de chameau jusqu'à Constantinople des charges aussi lourdes? C'est pas possible. Alors ils ont une idée, nous disent les archéologues, ils vont faire comme le thé, ils vont le réduire en poudre, ils vont faire sécher ces feuilles qui ont la charge tinctoriale du bleu, tout à fait magnifique. Eh bien, quand ils vont recueillir ce bleu, ils vont le mettre dans des sacs en jute, ils vont descendre d'Agra à la rencontre à Bénarès, à Varanasi, hein, qui est un autre nom de la même ville, et les caravaniers de la route de la soie vont remonter le Gange, ainsi pour monter jusqu'au Pakistan et Afghanistan, et ensuite la direction justement de Constantinople. Vous voyez ici la mosquée bleue. Alors là, il y a un problème. Ils vont rencontrer, qu'est-ce qu'ils font là? Eh bien, ils vont rencontrer les Vénitiens. Les Vénitiens, ce sont les marchands de Venise qui viennent, qui sont des marins, des négociants, des marchands. Ce ne sont pas des teinturiers, ce ne sont pas des artistes. Et ils viennent là, pourquoi? Pour chercher justement ce bleu d'Afghanistan, ce lapis lazuli, qui est très important pour eux, parce qu'ils vont faire des bijoux, parce que les bijoutiers du Rialto, vous avez les bijoutiers qui vont faire justement des bijoux magnifiques avec ce bleu, et puis ils vont réduire en poudre le reste, et le Tintoret, tous les grands peintres de la Renaissance, plus tard, vont prendre ce lapis lazuli qui est broyé très fin et mélangé avec de l'huile de lin qui vont donner des bleus tout à fait magnifiques. C'est le bleu de l'Antiquité. Et voilà qu'on leur propose, dans des sacs de jute, un espèce de mauvais thé qui est plutôt répugnant, une odeur nauséabonde. Et ce ne sont pas des artistes, ce ne sont pas des teinturiers. Ils n'ont pas idée de ce secret qu'il peut y avoir derrière cette poudre qu'il y a, de ce thé, cette poussière, parce que les sacs de jute ont certainement, dans les caravansérails, servi d'oreiller aux caravaniers, où ils s'asseyaient dessus sur le dos du chameau. Donc c'était pas en état vraiment, et ils n'étaient pas. Et c'est là la tentation de Venise. Les Vénitiens sont tentés. Ils sont tentés de quoi? Ils hésitent entre le lapis lazuli et puis ce bleu dont on dit qu'il vient des Indes. Et cette tentation, eh bien, ils vont rester en état, et les Vénitiens vont refuser. Ils viennent chercher du lapis lazuli et ils ne veulent pas de cet indigo en poudre. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cet anil, on appelle l'anil, au XVIe siècle, c'est-à-dire on est à la Renaissance, on a le temps à passer, et on est au XVe, XVIe siècle, eh bien il n'y a pas de bleu pour teindre en Europe, parce que ce bleu justement qui vient des Indes, les Vénitiens n'en veulent pas. Et on n'a pas encore découvert l'Amérique, au XVe siècle.
Et donc ça va venir après. Et en Égypte, la Nil, donc qui va poursuivre un peu son chemin, va, dit-on, je pense une belle légende, va donner son nom Nil bleu, c'est-à-dire le Nil, la Nil, bon, on joue un peu sur les mots, ça c'est peu probable. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'en Grèce, eh bien ce bleu, on l'appelle indicon dans le grec ancien. Pourquoi ce mot indicon nous parle? Eh bien parce qu'en grec ancien, le mot indicon veut dire indigo pour nous. Il est traduit en mot indigo. Donc nous, on va retenir justement ce mot indicon. C'est un mot grec qui prouve bien que ce bleu, à défaut de venir en Égypte, va aller en Égypte et en Grèce, à défaut de venir en Europe. Ici, le Nil bleu. Et bien sûr, un mot sur les Touaregs. Les Touaregs qui, au départ, bien sûr, aujourd'hui, il y en a partout dans le Niger, mais les archéologues, les anthropologues nous disent que vraisemblablement, les Touaregs étaient natifs de la Libye. Et la Libye était très proche de l'Égypte. Quand on sait que les Égyptiens étaient très attachés au bord du Nil à faire de l'agriculture et à construire leurs pyramides, les Égyptiens, on n'a pas tellement de traces d'Égyptiens qui font la guerre. À la bataille de Kadesh, notamment, eh bien, les rois, à ce moment-là, les rois d'Égypte, vraiment, et tous ceux qui faisaient la guerre justement aux Hittites, eh bien, on va prendre donc des hommes qu'on appelle donc les Touaregs, qui sont les hommes bleus du désert. Vraisemblablement, on a ici certainement la preuve qu'ils étaient en contact avec la Nil, ils étaient en contact justement avec l'indigo, maintenant qu'on appelle indigo, et donc c'est comme ça que ce bleu justement qui est éteint sur leur peau, on les appelle les hommes bleus du désert. Et la période, le temps passe, la période des croisades va arriver, et je vais vous parler du jour où une bataille changea la couleur du monde. Pourquoi un jour une bataille changea la couleur du monde? Eh bien ce jour-là, c'est... en fait, ça commence une période à partir de février 1250, et qui est son apogée, ça va être le 1er avril 1250. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? On est à la 7e croisade. La 7e, celle de Saint-Louis. Saint-Louis est parti, il est parti de Syrie, il est en Égypte, il est du côté d'Amiette, et il va se faire enfermer par Tourancha, qui est l'arrière-petit-neveu du grand Saladin, et qui est sur le Nil, et tout d'un coup il va être encerclé, et c'est la bataille de Mansoura. La bataille de Mansoura, 1er avril 1250, qui a commencé en gros avec les préparatifs en février, et Saint-Louis va être fait prisonnier. Il est fait prisonnier, et il est subjugué. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une armée d'Arabes autour de lui qui sont montés sur des chevaux et ils ont un uniforme. Alors que eux, les croisés, à part les ducs et les barons qui sont sur des chevaux, ils n'ont pas d'uniforme. Et là, tout d'un coup, ils ont un uniforme vert. Et ils ont un étendard vert. Et on lui dit, c'est la couleur de l'islam triomphant. C'est la couleur de l'islam. D'où ça vient, cette couleur-là? Eh bien, cette couleur, elle est obtenue plus facilement parce que nous, ils n'ont pas de préjugés comme nous. Ils peuvent mélanger du bleu et du jaune pour faire du vert, chose qu'on ne peut pas faire, nous. Je vous expliquerai peut-être tout à l'heure pourquoi, vous me reposerez la question si ça vous intéresse. Et donc, ils ont du vert qui leur vient des tribus fatimides, les premières tribus arabes qui sillonnaient le désert à la recherche, bien sûr, de l'eau. Hein, comme le dieu Chak, ils n'ont pas le dieu Chak, mais ils recherchent l'eau parce que c'est la vie. Et quand on est dans le désert, qu'on cherche de l'eau, qu'est-ce qu'on voit? Des points verts. Ce sont les palmiers qui sont là, justement, dans les oasis. Et on va donc ils vont décider que cette couleur verte, c'est la couleur de l'espoir, c'est la couleur bien sûr de l'eau. Et cette couleur qui va être la couleur des tribus fatimides, qui va donc unir les tribus arabes. Eh bien, ce jour-là, 1er avril 1250, c'est cette bataille qui changea la couleur du monde. Pourquoi? Parce que Saint-Louis, qui est fait prisonnier et qui constate ça, voilà, cet étendard vert,
on voit, eh bien, il va rendre compte au pape, et le pape est terrifié. Celui qui règne à ce moment-là, c'est Innocent IV. Innocent IV demande à Saint-Louis qu'est-ce qui s'est passé, il lui explique, et lui dit le ver de l'islam triomphant, eh bien, voilà, et le pape il dit mais il faut qu'on trouve une couleur pour unifier, nous, les tribus, et notamment notre civilisation et tous les chrétiens d'Europe. Comment on peut faire? Alors on lui parle du blanc, on lui parle des cisterciens, on lui parle de Bernard de Clairvaux, et donc des abbayes cisterciennes. Alors il demande un peu plus, bah, bien sûr il connaît tout ça, mais il veut quand même qu'on lui explique encore plus. Pourquoi le blanc? Bah, parce que Bernard de Clairvaux, il est... voilà, il veut surtout l'austérité, les bleus, les vitraux en grisaille, on ne doit pas faire de vagues, c'est quelque chose, on est contre la couleur, donc il faut du blanc. Le blanc, c'est l'innocence, c'est tout. Bah, puis, on va pas réunir tout ce monde, c'est pas... Est-ce que vous avez quelque chose d'autre en magasin? Ça serait quand même plus intéressant. Alors on va lui parler d'un jeune type, il y a quelque temps, 28 ans, qui s'appelle Suger, S-U-G-E-R, et qui était le précepteur d'Aliénor d'Aquitaine. Vous voyez que ça nous parle, parce qu'ici c'était l'ancien Bas-Poitou, hein, c'était pas encore la Vendée. Et donc ça nous parle, et donc Suger est le précepteur d'Aliénor d'Aquitaine, et c'est un fou des couleurs. On le rencontre à 28 ans, il est le curé qui va gérer l'abbaye de Saint-Denis, c'est-à-dire l'ancien Versailles, c'est-à-dire c'est là où étaient les rois, Henri IV et tout. Et donc on va le surprendre un soir, une nuit, on entend du bruit, tout le monde se lève, qu'est-ce qui se passe? On voit avec un compagnon, Suger, qui est en train de taper avec une masse dans le mur de refend derrière l'autel, et qu'est-ce qu'il fait? On lui pose la question, vous faites un trou? Bah oui, je fais un trou. Et qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire une rosace. Il n'existe pas de rosace dans les abbayes à cette époque. Et donc, il va créer la première rosace. Lui dit, mais pourquoi vous êtes... Parce que Dieu est lumière, et la lumière est bleue. Alors ça, il dit, c'est pas possible. Le pape, il dit, mais c'est révolutionnaire. Eh ben oui, Dieu est lumière, et la lumière est bleue. Donc là, je ne peux pas vous passer sur l'histoire de la lumière, hein, c'est-à-dire, il y a plusieurs notions. Hein, et donc... le pape lui dit, bah, c'est très bien, moi je vais décider que le bleu, ça va être la couleur qui va unifier le monde chrétien. Et à partir de là, ce jour où cette bataille changea la couleur du monde, eh bien le monde chrétien va devenir bleu. Il va devenir bleu, et le pape va décider que la Vierge devrait être dorénavant peinte avec un manteau bleu, que ce soit sur des sculptures, mais aussi sur les tableaux. Et c'est assez facile, parce que c'est l'Église qui commande aux artistes des tableaux, des sculptures et bien sûr des allégories. Et donc on va pouvoir mentionner, et dorénavant, eh bien ce bleu. Alors si vous regardez quelquefois, vous avez des manteaux de la Vierge, et le manteau n'est pas bleu. Il est alors c'est juste avant cette fameuse jour où cette bataille qui change la couleur du monde, 1er avril 1250. Donc antérieurement, la Vierge porte le deuil de son fils mort sur la croix avec un manteau marron, noir, voilà. Et donc, c'est différent. Mais à partir du 1er avril 1250, eh bien, tout le monde va peindre un manteau, la Vierge avec un manteau bleu. On va faire une petite pause. Vous sentez l'Ave Maria en chant du doc grégorien qui était chanté par les moines et les nonnes. Et je voulais juste vous dire un petit mot sur cette Ave Maria. Il est en deux parties, en général. Mais la première partie remonte à l'évangile de Luc. Elle a été chantée, cette partie, déjà au 5e siècle. Dans l'évangile de Luc, on a Ave Maria, c'est Marie qui rencontre sa fille Élisabeth, qui est enceinte, et tu es pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, et le fruit de tes entrailles est béni. Voilà, ça c'est la première partie de l'Ave Maria. Et ensuite, au XIIIe siècle, justement, c'est pour ça que je pensais vous dire un mot, au XIIIe siècle, à la fin du
sa mort, il fait une prière, il adresse une prière à Marie qui est Ora pro nobis, alors prie pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs. Voilà. Donc cette Ave Maria a été presque toujours, pas toujours, mais enfin presque toujours composée de cette partie. Alors donc ça c'est l'Ave Maria grégorien qui a été chantée comme ça à partir du XIVe siècle. À l'unisson toujours, même s'il y avait un grand groupe de moines, de nonnes. Mais le roi Saint-Louis ne veut pas être en reste. Derrière le pape, qui décrète le bleu marial, il va décréter le bleu roi. Saint-Louis va dire ce bleu roi. Alors c'est très curieux parce que si vous regardez ce vitrail que j'ai sélectionné pour vous à la Sainte-Chapelle, à l'île de la Cité, Saint-Louis, revêtu bien sûr de son manteau bleu, semble dire à son conseiller médiéval, mais complètement ahuri, qui est habillé de rouge. Pourquoi? Parce que le rouge, c'est la couleur des couleurs. C'est la couleur, justement, des Romains. C'est la couleur qui nous vient de très très loin. Et donc, dorénavant, son conseiller est prié d'aller revêtir du bleu. Alors les teinturiers, affolés, parce qu'il n'y a pas de bleu pour teindre, étant donné que les Vénitiens n'ont pas voulu importer de bleu en Europe, c'est la tentation de Venise, donc à ce moment-là, ils vont chercher un bleu et ils vont trouver quelque chose à Bayeux. Vous savez, la fameuse toile de Bayeux, eh bien, ils vont sortir, ils vont voir qu'il y a des artisans qui ont sélectionné une plante qui s'appelle l'Isatis tinctoria, qui est une plante rase. C'est une herbe fourragère que l'on donne aux animaux, et il y a dans la feuille une charge tinctoriale, comme dans l'Indigofera tinctoria d'Amérique, ou l'Indigofera tinctoria des Indes, ou Indigofera d'Amérique, Indigofera suffreticosa. Et donc, cette Indigofera s'appelle la Vouède en Normandie, la Guède en Picardie. Et donc, ils la cherchent et ils se rendent compte que la tapisserie de Bayeux, justement, ce cheval bleu des Béthodons, qui date depuis 1080, donc on a des choses, on a du bleu pour teindre, mais pas à un niveau, ce qui explique pourquoi c'était très recherché, parce que le peu qu'il y avait, eh bien, servait justement pour les nobles. Voilà, c'était cette plante-là, c'est une herbe fourragère, et donc on va avoir quelque chose de tout à fait particulier. On est à la moitié, on est au tiers de la guerre de 100 ans. On est en 1340, et puis on va avoir 1410, pardon. On est en 1410, on est au tiers de la guerre de 100 ans, et puis on va avoir
les Anglais qui vont pousser sur la Normandie, sur la Picardie. Les Picards vont être chassés du côté de Thuringe, en Allemagne. Les Normands vont être poussés vers le sud. Ils voudraient bien aller du côté de la Bourgogne, mais les Bourguignons sont alliés des Anglais. On va les retrouver après à Anvers et tout, avec les protestants. Et donc, ils vont pousser. Ces Normands ne peuvent pas aller du côté de la Bretagne, qui est indépendante. Donc, ils poursuivent leur route le long du Massif central et ils arrivent à Toulouse. Toulouse est une ville du Midi, pas très accueillante pour eux, parce que plombée par le soleil. Il y a des embarcations sur la Garonne. C'est quelque chose qui n'est pas de leur style. Donc, ils poursuivent leur route. Mais bientôt, il y a des estafettes qui reviennent, qui disent « Mais attendez, regardez, au loin, on aperçoit les monts, on aperçoit les Pyrénées, et chargés de neige, on ne va pas pouvoir aller plus loin, les Anglais ne vont pas nous chercher, on les avait à droite dans la Guyenne, mais en fait, là, on n'est plus tranquille. » Donc, ils passent Toulouse et ils vont s'arrêter dans une triangulation, Toulouse-Albi-Carcassonne, qu'on appelle le Lauragais. Et ce Lauragais, donc, ils vont trouver, parce que du côté de Carcassonne, c'est plutôt des terres à vaches. Hein. Du côté d'Albi, c'est très bon pour pouvoir se poser et puis cultiver des choses. Et très astucieusement, les Normands vont regarder et ils trouvent de manière éparse cette Isatis tinctoria, qui est une plante que l'on trouve en Europe, ce qu'on appelle une plante vulgaire, et qui est mangée par les animaux. Donc ils vont en prélever quelques-uns, ils vont faire un rang, ils vont faire un champ, ils vont faire une dizaine de champs, et ils vont faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire qu'ils vont reproduire, sous la pression justement des teinturiers, et ils vont reproduire justement cette couleur bleue, et les teinturiers vont poser justement les jalons. On se retrouve très rapidement, 1480, 85, on se retrouve à la découverte de l'Amérique. Le monde va changer. Le centre du monde n'est plus la Méditerranée des Romains, mais c'est devenu, sous la découverte des Indes et de l'Amérique, la mer du Nord, avec Bruges d'abord, puis Anvers, ça va être le centre du monde. Ce centre du monde qui appelle justement à ce bleu, puisque le pape a décrété que c'était la couleur maintenant qui devait unir toute l'Europe. Et donc, il nous faut absolument trouver ce bleu. Et les teinturiers vont estimer qu'il faut 12 000 tonnes par an. Et donc, on ne peut pas aller à dos de mulet, cheval, à travers le continent. Donc, seul, on peut obtenir justement ce bleu. On peut l'avoir à partir de Toulouse, mais en passant par la mer. Et donc, ça va être toute l'épopée, justement, de la route de l'or bleu. Cette Isatis tinctoria, qui est une plante rase, ce Lauragais, donc, bien sûr, les Normands viennent avec leur nom. Hein. Cette herbe s'appelle la Vouède, s'appelle la Guède en Picardie, mais les Occitans, ils peuvent pas parler comme les gens de Normandie ou de Picardie. Le mot Vouède et le mot Guède, ça leur arrache la langue et ils ne peuvent pas. Et donc, ils vont parler comme si on obtient par macération. C'est très compliqué pour obtenir cette pâte. Hein. On va obtenir les boules de cocagne, on va la triturer, travailler toutes ces feuilles, et on obtient une pâte. Donc, les Occitans, ils disent c'est pâte. Et dans leur patois du Lauragais, ils disent pasta. Hein, c'est un petit peu Perpignan, c'est pas loin, hein, c'est l'Espagne et tout. Donc pâte, pasta, pastel. Le mot pastel vient de là. Et ça s'écrivait avec un accent grave sur le E, pastel, hein, à l'espagnol. Donc, on se retrouve avec ce pastel. Les teinturiers sont très heureux. C'est plus cher que l'or, hein, maintenant, que la truffe du Périgord ou qu'un château Pétrus. Et donc, de plus, ce bleu de Toulouse, ce bleu est le seul capable de teindre un tissu en bleu en Europe. Donc, il y a un marché tout à fait colossal. Donc, 12 000 tonnes, je vous disais. Alors, comment on va s'organiser ? Eh bien, voilà. D'abord, on a ici une représentation. Alors, on a ce qu'on appelle les leveurs, hein, les enfants qui sont là. Et puis, on va écraser toutes ces feuilles. Hein, on les écrase pour pouvoir faire des boules qu'on va appeler des coques, des cocagnes.
Donc la pâte, c'est ça, c'est les boules de cocagne. Voilà. Et donc, alors le rôle des enfants, c'est d'aller justement, parce qu'il faut rendre compatible ce bleu, qui est un pigment, le rendre compatible avec le support. Pour être compatible avec le support, quelquefois il faut mordancer. Bon, c'est pas toujours obligatoire, mais il faut mordancer. Et pour mordancer, on va mettre de l'alun aujourd'hui, du vinaigre, choses comme ça. Et bon, tous ceux qui connaissent bien sûr l'art, eh bien, autrefois, on avait l'urine. Et donc, les leveurs, ils faisaient la tournée des pots de chambre dans toutes les fermes des environs et ils ramassaient toute cette urine pour pouvoir, dans une odeur épouvantable, eh bien, confectionner ces pâtes de cocagne. On va voir que ça va avoir des incidences tout à fait incroyables dans notre région. Voilà les boules de cocagne. Hein, bleu de Lectoure. Voilà, c'est bleu de cocagne. Donc je vous disais, le centre du monde a basculé dans la Méditerranée vers les rives de l'Escaut, mer du Nord. L'enjeu économique est considérable. Il s'agit de transporter ces 12 000 tonnes de pastels de Toulouse à Anvers, bien sûr en descendant la Garonne, puis l'océan, via Bordeaux, La Rochelle et la Vendée, et remonter. Alors comment on faisait à ce moment-là? Eh bien, c'est l'âge d'or du pastel qui va durer près de 2 siècles. Donc on a des gabarres, vous savez, à une voile ou 2 voiles, qui vont descendre la Garonne de Toulouse, depuis le port de la Dorade jusqu'au port de la Lune à Bordeaux. Et quand on se retrouve à Bordeaux, bien sûr, les gens qui vont s'organiser du côté du Lauragais, les Albigeois qui ont déjà fait la guerre, ils ont une guerre de religion derrière eux, ils n'ont vraiment pas envie de se relancer dans des trucs complètement compliqués, donc ils laissent la porte ouverte aux Toulousains. Les Toulousains qui vont, ce sont des grandes familles, vous savez, ceux qui ont les beaux hôtels particuliers que l'on peut voir aujourd'hui, ces grandes familles de Bernuy et tout, donc vous savez, ces grandes familles qui vont s'occuper de gérer tout ça, parce que cultiver le bleu, cultiver le pastel, c'est pas toujours très facile. Donc ils l'organisent, les gabarres font la navette entre Toulouse et Bordeaux, et ici, port de la Lune. Alors il se passe une chose, c'est que les Anglais, qui ont été chassés de Guyenne quelques années auparavant, vers 1450 et des poussières, vont à ce moment-là rejoindre Londres, mais ils ont bien sûr la nostalgie de la France, mais surtout du vin de Bordeaux, et un vin qui leur appartient en propre, que l'on appelle le claret. Ce claret, c'est un vin tout à fait imbuvable pour nous Français, mais qui satisfait très bien les papilles anglaises, et qui vont justement charger des gens qui viennent leur vendre du poisson. Ce sont des gens de Pamar, des Bretons, qui sont vous savez, comme vous représentez la Bretagne, Pamar est en bas, à l'abri du vent du Nord, vous voyez, là, Brest. Puis dans le retour, ici, vous avez Pamar. Pamar, une ville de 10 000 habitants, 9 pêcheries autour du port. Ils vont pêcher. Ce sont des pêcheurs, c'est le plus grand port en Europe du coin pour la pêche commerciale. Ce sont eux qui vont, vraisemblablement, qui vont découvrir l'Amérique avant Christophe Colomb, puisqu'ils vont pêcher du côté de Terre-Neuve. Hein, ils vont aller chercher des morues. Et ce qui est très curieux, peut-être savoureux, dans un endroit comme ici de parler de ça, mais ils vendaient leur poisson au moment de Pâques, et ils appelaient ça la viande de carême. La viande de carême, je trouve ça que c'est assez délicieux. Donc ils vont vendre ce poisson, et donc à Nantes, à La Rochelle, à Bordeaux, puis à Bayonne. Et donc ils vont prendre... ils vont stationner du côté de Bordeaux, et les Toulousains vont aller les voir. Ils ont dit, mais comme vous venez chercher, vous venez vendre votre poisson, vous repartez en Angleterre avec du claret, est-ce que vous ne pourriez pas pousser jusqu'à Anvers avec justement du pastel? Alors il y a quelque chose que j'ai recherché dans toutes mes recherches du côté où je suis très très bien accueilli, du côté du Lauragais, quand je vais souvent les voir. J'étais encore la semaine dernière. Et donc, ils ont, dans mes recherches, ils ne savent pas aujourd'hui, mais un mot qui a disparu, il y avait des quantités de mots pour les mesures agraires, notamment les poids, et il y en a une qui servait justement pour le pastel, c'est-à-dire qui s'appelle la sarcinée.
Là, c'est un très joli nom, j'adore ce nom. Je ne sais pas pourquoi, j'adore ce nom-là. Sarcinet, S-A-R-C-I-N-E. Eh bien, cette sarcinée, c'est une mesure à 125 kg. Et 125 kg, on voit que c'est une mesure qui est alliée un petit peu à la barrique de Bordeaux. Et donc, quand on charge des bateaux, tous les marins le savent, qu'il faut charger à la fois bâbord et tribord de manière équitable pour que le bateau puisse tirer la voile, bien sûr, droite, même parce qu'ils n'avaient pas de moteur à l'époque. Et donc, ils vont... Alors, comment ils font les jeunes? Eh bien, les jeunes, ils viennent de chez nous, du Bas-Poitou, ils viennent des îles, et ils passent sur le continent, ils marchent à pied jusqu'à Bordeaux, et ils vont faire les vendanges. Et puis à la Saint-Pierre, après, quand ils vont revenir, ils vont se remettre, ils vont aller du côté du port de la Lune, et ils vont aller voir les Bretons, et ils vont embarquer sur les bateaux. Les bateaux, ce sont des bateaux qui sont 15 hommes, on voit 15 hommes d'équipage. Vous voyez, ce sont avec une voile ou même des fois deux mâts, à peu près une trentaine. Vous voyez, on pourrait mettre bout à bout à peine 2 bateaux l'un au bout. Là, il y a 15 hommes d'équipage à bord, et donc ils sont chargés justement, et ils sont surveillés protégés par les rôles d'oléron. Le rôle d'oléron, avec R majuscule, c'est le premier code maritime qui va servir justement à protéger les marins. Donc, pour faire court, à l'aller, ils avaient le droit à une partie de la marchandise, et au retour, ils avaient le droit à du vin. Enfin, il fallait être payé dans les 15 jours qui suivaient l'arrivée, etc. Il y avait des normes déjà depuis Aliénor d'Aquitaine. Et donc, ces gens vont monter sur le bateau, et puis, l'affaire est jouée. Seulement, comme c'est plus cher que l'or, le pastel, le bleu, ce bleu toulousain, qui est beaucoup, il faut le protéger. Alors, soit les marins bretons, les propriétaires de bateaux, les capitaines sont très vite très riches, et donc au bout d'un voyage, et donc très rapidement, ils vont acheter eux-mêmes, parce que les Toulousains ne veulent pas lâcher ça en disant vous paierez dans 1 an, parce qu'ils revenaient 1 an et demi après. Donc il fallait payer, ou bien, s'ils ne payaient pas, il y avait toujours quelqu'un de leur famille, un fils, un neveu, qui montait sur le bateau, et ils partaient par grappe, par 5-6, ils montaient par grappe. Et puis, ils se suivaient, alors ils avaient que la sonde, il n'y a pas de carte. Les cartes vont arriver avec François Ier, 1515, 1520, et donc il va falloir, ces bateaux vont partir comme ce sont souvent des gens qui sont natifs des îles, ils vont se retrouver à l'île d'Oléron, à Noirmoutier, à l'île de Groix, Belle-Île-en-Mer, etc. Sauf l'île de Ré. Alors pourquoi? Parce que c'est pas une île de marins, c'est une île de paysans, et donc il n'y a pas de marins qui habitent l'île de Ré sur ces bateaux. Et donc, ils vont aller dans toutes ces îles, et comme ils sont protégés par les rôles d'Oléron, ils vont échanger ce bleu qu'ils vont pouvoir donner pour acheter du pain marin, pour acheter du vrai vin, pas le claret, et donc ils vont acheter bien sûr de la viande, du poisson séché, etc., pour pouvoir faire le voyage. Et puis partir par grappe pour contourner Goerlik, le fameux rocher au large de l'île de Saint, qui est terrible. Voilà. Et donc ces gens-là, quand ils partent, les marins quand ils partent, eh bien, dans ces îles, eh bien, curieusement, on voit fleurir des volets bleus, des portes bleues, des fenêtres, des bonnets d'âne bleus, et puis aussi des cornes des bleus, et puis des charrettes. Je ne parle pas des vélos qui vont venir vers 1870, ni des téléphones qui viennent après. Donc, on est avec ce bleu qui est un petit peu partout, qui va laisser son empreinte. Alors, on a cette preuve. On a cette preuve tout simplement parce que, vous voyez, ces bateaux, vous pouvez avoir idée, La Rochelle, vous voyez, un siècle après, on a un peu ces idées-là. Voilà, on va faire une petite halte dans ce port de La Rochelle avec Odile. Voilà, c'est pas trop long, ça va ?
d'homme. Normalement, c'est une mélodie qui est accompagnée, qui a un très très bel accompagnement d'ailleurs. Et je vous la propose a cappella. Donc, dans toutes ces îles de l'Atlantique, les marins vont échanger le pastel contre des vivres. Les volets des maisons des îles de l'Atlantique se couvrent aussitôt de bleu. Alors, on a des preuves aujourd'hui, les noms de lieux-dits en langue bretonne. Par exemple, Poulcog, c'est l'endroit où macère le pastel. L'Estambec, c'est la cuve où l'on stocke le pastel. Et Poulgaz, la mare où se fabrique le bleu. Glace en breton veut dire bleu, comme la mer. Voyez par exemple ce bleu. Sauf l'île de Ré où les volets des maisons restent verts. Alors rapidement, pourquoi? Parce que les ancêtres qui n'étaient pas marins, donc n'étaient pas intéressés, les marins des bateaux n'étaient pas intéressés par l'île de Ré, donc ils prenaient que ce qu'ils avaient. Donc l'île de Ré au nord faisait donc du sel, parce que les moines de Luçon et de Saint-Michel-en-Lerme vont devenir propriétaires des marais du nord de l'île, parce que Savary de Mauléon, il lui faut de l'argent pour pouvoir faire la croisade. Et donc pour partir en croisade, les moines vont lui donner, moyennant quoi ils sont propriétaires donc des marais. Reste le reste de l'île de Saint-Martin, jusqu'au Martret. Dans cette île, que l'on appelle l'île de Ré, l'île de Raïs vraisemblablement, qui est l'île des Fougères, cette île où les seigneurs du Moyen-Âge ont demandé aux gens de venir du Bas-Poitou, d'ici, de venir dans cette île pour pouvoir faire des endroits pour pouvoir aller faire justement pour chasser.
Donc ils vont faire venir des daims et des cerfs, et c'est très curieux, on avait des daims et des cerfs, et donc dans cette île, eh bien, les gens donc chassaient, et puis ils faisaient de la vigne. Et quand ils faisaient de la vigne, c'était des pêcheurs à pied, donc ils avaient des écluses, et dans ces écluses, eh bien, ils prenaient, entre ces écluses, il y avait des carcasses de bateaux, et donc il y avait le fouling, l'anti-fouling, c'est pour éviter que le ver, le taré, vous savez, qui perce la coque en bois, eh bien, pour pas que ça se perce, eh bien, on mettait, depuis les Romains on sait ça, les marins savent ça, ils mettent des plaques de cuivre à l'extérieur, ils colmatent avec de la mélasse, et donc ils vont, à ce moment-là, récupérer sur ces épaves tout le cuivre, qui est vulgarisé à l'époque. Il n'y a qu'aujourd'hui que c'est très cher, le cuivre. Mais c'était vulgarisé à l'époque. Toutes les cuisines, on le voit sur les marchés du cuivre, à l'époque. Et donc, ils vont mettre ce cuivre sur l'arrière quand ils récupèrent de la ferme, dans l'île. Et puis, à l'automne, ils font le vin. Quand ils font le vin, ils pressent le vin, ils gardent le jus de raisin, et toute sa grappe, la rafle, eh bien, ils vont la jeter sur le cuivre. Et donc, avec les pluies d'automne, vous avez l'eau qui va couler, et donc, ça va réactiver la grappe, le peu de raisin qu'il y a dedans. Le jus de raisin, c'est de l'acide acétique. Le vin, c'est de l'acide acétique. L'acide acétique sur le cuivre donne l'acétate de cuivre. C'est le verre de gris. Ce verre de gris qu'on va récupérer, qu'on va le mélanger avec de la résine. Donc l'acétate de cuivre et de la résinate, ça donne, avec la résine de pain, va donner un résinate de cuivre. Je ne sais pas si vous avez suivi. Acide acétique, voilà, hein, acétate de cuivre, résinate de cuivre, et ce résinate de cuivre, hein, une fois chauffé avec de la résine, on obtient donc le résinate de cuivre, et mélangé avec de l'huile de lin, eh bien ça va donner une peinture bleue. Je pense que mes ancêtres voulaient faire un bleu, hein, comme vous voyez les Narmoutrins, les gens de Mormoutier qui venaient vendre leur meuil, hein, leur mulet à Saint-Clément, et puis ils avaient vu ce bleu, ils voulaient certainement faire du bleu. La chose simplement, c'est que en mettant ce bleu, c'était un bleu vert, mais avec ce qu'on appelle le temps sécatif, c'est-à-dire le temps de séchage de l'huile de lin, c'est donc 21 jours, et au bout de 21 jours, on voit que le bleu turquoise va virer au vert profond. Quand vous demandez à un Rétais, ou des gens qui vivent dans l'île, qui sont imprégnés par la culture rétaise, vous leur demandez quel est ce vert. On ne leur demande pas d'où ça vient. Simplement, il suffit de leur poser la question. Vous leur demanderez quel est ce vert. Est-ce que c'est un vert amande? Est-ce que c'est un vert turquoise? Est-ce que c'est un vert bouteille? Est-ce que c'est un vert profond? Et tous, pas un seul, vous ne trouverez pas un seul qui vous dira ben non, c'est pas du tout. Ils vous diront c'est pas du tout un vert clair, c'est un vert profond. C'est le vert bouteille. C'est ça le vert de l'île de Ré. Donc c'est très curieux parce qu'il y a une espèce de... On est tous formés d'acquis et donc d'inné et d'acquis. Et ça, dans l'inné, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas, c'est qui vient des ancêtres et qui nous est transmis. On a la preuve que même sans le savoir, eh bien, on transmet des savoirs que nous ont transmis les anciens. Ça, c'est très, très touchant et très, très, très instructif. Voilà une vue rapide donc d'Anvers. Je ne veux pas trop vous prendre votre temps. En 1600, voilà. Donc c'était la naissance donc du bleu marin. Voilà. Donc on va voir un petit. Vous voyez, c'est un tableau ici d'Olivier Suire-Verlet que vous avez peut-être entendu parler, qui est le petit-fils de Suire, et qui va donc ce tableau qui s'appelle Un rêve bleu. Un tableau qui actuellement est aux États-Unis, à Pittsburgh. Donc, un rêve bleu. Une poésie de roman Lucine, après un rêve. C'est une mélodie que je dirais volontiers à la fête des mères. C'est une mélodie que j'aime
verrez, si vous comprenez les paroles. Voilà, donc on a Alexandre Borgia qui, 1494, va faire le traité de Tordesillas, qui va partager le monde. D'un côté, vous avez la découverte de l'Amérique avec le bleu américain, c'est les Espagnols. Vous savez, la ligne a été faite avant la découverte du Brésil par les Portugais, ce qui explique que le Brésil étant plus tardif, eh bien, les Brésiliens vont parler portugais et non pas espagnol. Voilà, c'est parce que dans le partage du pape, eh bien, les Portugais avaient toute cette partie-là et les Espagnols cette partie-là. Voilà. Donc à partir de juillet 62, de 1562, le cours du pastel va s'effondrer à Anvers. L'indigo d'Amérique va ainsi supplanter le pastel. C'est l'Indigofera suffreticosa, que je vous ai expliqué. Voilà. En 1600, les Portugais se désengagent des Indes au bénéfice des Hollandais. L'anil est sous le nom de l'indigo des Indes qui fait son retour. Et encore aujourd'hui, on est toujours au même stade. Voilà. Donc il est fait, au lieu d'être à Agra, il est descendu du côté de Bangladesh et du côté plus bas vers Calcutta. Voilà. Donc le bleu devient la couleur aujourd'hui préférée des Européens devant le vert, le rouge et le jaune, cette couleur. Voilà. En 1955, devant le bleu de Giotto, Yves Klein hurle « Le bleu n'a pas de mesure, il est hors dimension ». En 72, Julia Kristeva va écrire « Le bleu du lapis lazuli, l'expression d'une jouissance, la jouissance de peindre, la jouissance de voir, le bonheur de la couleur pure, la couleur bleue, elle appellera ce bleu la joie de Giotto ». Voilà. Pour terminer, donc, l'invitation au voyage par Odile Ansel.
Merci. Donc, pour terminer avec ce bleu, donc, vous voyez que les Européens vont adopter ce bleu pour leur drapeau, au même titre que les autres civilisations du monde il y a 5000 ans. Mais ce bleu du drapeau européen évoque un ciel sans religion, un ciel, un lieu profane où le sacré se dérobe. Voilà, si on a le temps de 2-3 questions peut-être, si vous avez quelqu'un. On n'a pas le temps, je crois. Hein. Non.